C'est cette démarche-là de respect du suffrage universel et de la démocratie qui sera la vôtre. Cette semaine, je voulais vous parler des violences faites aux femmes. Malheureusement, 2 d'entre elles ont perdu la vie, l'une dans le département du Nord, l'autre dans le département du Val-de-Marne. Et c'est une série macabre qui se répète chaque année avec le sentiment que les pouvoirs publics ne parviennent pas à endiguer ce qui se passe dans notre pays. Je rappelle que 220 000 femmes sont chaque année victimes de violences. Ça veut dire qu'il y a en face 220 000 hommes qui se comportent avec cette même violence. Je rappelle aussi que dans 9 cas sur 10, les victimes connaissent l'auteur de leurs agressions et dans un cas sur 2, il s'agit du conjoint ou de l'ex-conjoint. Évidemment, les élus et le député que je suis ont à cœur d'endiguer cette série absolument tragique de féminicides. Je ne vais pas vous donner ici la formule magique par laquelle nous arriverions à réduire à zéro ces chiffres absolument tragiques, mais je voudrais quand même évoquer avec vous quelques pistes qui me semblent parfois être l'évidence. Je pense notamment à ce qui existe dans notre droit. Le terme féminicide lui-même n'est pas un terme reconnu par le droit français, de même que la notion de non-consentement n'est pas reconnue non plus par les tribunaux français. Il me semble que de ce point de vue-là, nous avons un travail extrêmement important à réaliser. Mais au-delà de ça, il y a des attentes très pratico-pratiques de la part des femmes qui sont victimes de violences. Je pense que nous avons besoin de lieux spécialisés avec du personnel formé, dédié, pour accueillir celles qui sont menacées, pour accueillir celles qui malheureusement ont été victimes de violences. Je pense que nous avons besoin aussi de plus de suivi psychologique. Aujourd'hui, de nombreuses femmes sont livrées à elles-mêmes lorsqu'elles ont été victimes de violences. Peut-être avons-nous besoin aussi, et la gendarmerie s'en préoccupe, d'avoir une capacité à réagir comme elles doivent réagir lorsque un mari ou un conjoint fait peser une menace certaine sur une femme. Et puis je pense aussi à une spécificité très française qui n'est pas à mettre à notre actif en termes de grande gloire, puisque vous savez qu'il existe un dispositif qui s'appelle l'ordonnance de protection. Les ordonnances de protection sont décidées par les juges aux affaires familiales et elles permettent d'éloigner quelqu'un qui serait particulièrement menaçant. La France prend chaque année moins de 2000 ordonnances de protection, tandis que la Grande-Bretagne en prend, elle, plus de 20 000 et l'Espagne plus de 10 000. On voit bien la différence absolument considérable qu'il y a entre les tribunaux français, britanniques ou espagnols et bien entendu tous les risques que cela peut comporter pour une femme qui va au devant de la justice, pour une femme qui va déposer une plainte et qui ne reçoit pas la protection qu'elle devrait recevoir. Et puis enfin, peut-être, dernier élément, moi je crois beaucoup à la vertu de la pédagogie et je pense que c'est à l'école d'abord que l'on commence à faire ce travail extrêmement important avec les petits garçons en priorité de prévention, de sensibilisation sur ces sujets-là et que si on peut endiguer des comportements violents dès le plus jeune âge, évidemment il faut le faire. Pour conclure, je ne peux pas passer sous silence le budget du ministère à l'égalité femmes-hommes placé sous la responsabilité de Marlène Schiappa. Ce budget est aujourd'hui de 550 millions d'euros. Peut-être que pour certaines ou certains d'entre vous, on fait beaucoup de choses avec 550 millions d'euros. Je rappelle juste ici que c'est le budget d'un département rural. Le budget du département de l'Ardèche, par exemple, est de 430 millions d'euros. Ça vous donne une échelle de grandeur et ça vous laisse à penser tous les progrès que nous pouvons réaliser, pas seulement en trouvant de l'argent, mais certainement en faisant voter des mesures qui permettraient un jour de se dire que nous sommes enfin parvenus à faire reculer cette tragédie des féminicides en France qui se reproduisent d'année en année. Le petit coup de gueule de la semaine à l'attention du gouvernement qui prévoit de faire payer les passages aux urgences qui ne seraient pas suivis d'une hospitalisation. On parle d'un montant de 18 à 24 euros, montant qui ne sera probablement pas remboursé, si ce n'est peut-être par les meilleures mutuelles. C'est assez surprenant dans une période de crise sanitaire que de vouloir d'une certaine manière cogner sur le patient et puis de surcroît cogner sur le patient le plus modeste. Alors on peut comprendre les raisons pour lesquelles le gouvernement envisage de prendre ce type de mesures. Il s'agit de désengorger les urgences. Vous avez toutes et tous entendu parler de tous ces gens qui viennent engorger nos urgences pour parfois de petits bobos qui pourraient se traiter autrement et qui pourraient notamment se traiter avec le médecin de famille. Sauf que le médecin de famille, eh bien, il n'y en a pas partout, autant que ce qu'on voudrait. Et quand on est député de l'Ardèche, on est confronté, et je m'adresse ici au ministre de la Santé, presque quotidiennement à des mères qui sont en recherche active d'un médecin parce que
le médecin du village est vieillissant, parce que le médecin du village va devoir partir à la retraite et qu'il a droit lui aussi à la retraite, et parce qu'aucun jeune ne vient s'installer. Moi, je veux juste vous donner quelques chiffres très simples. En Ardèche, 88% des médecins généralistes ne prennent plus de nouveaux patients, 2 fois plus que sur l'ensemble du territoire national. C'est donc extrêmement compliqué déjà quand on arrive dans ce département ou quand son propre médecin est parti à la retraite, de trouver un nouveau médecin référent. Mais le deuxième chiffre, c'est peut-être celui qui est le plus inquiétant. 60% des médecins généralistes ardéchois ont plus de 55 ans. Ça veut dire que la démographie médicale prend une pente particulièrement inquiétante et que le problème auquel on est confronté aujourd'hui ne va cesser de s'accentuer dans les années qui arrivent. Et puis enfin, dernier chiffre, on a l'habitude de comptabiliser les médecins pour 1000 habitants. En France, il y a 6,6 médecins pour 1000 habitants. En Ardèche, c'est 3 médecins pour 1000 habitants. Et vous comprendrez que dans ces conditions-là, monsieur le ministre, c'est extrêmement difficile de ne pas aller aux urgences et que bien souvent, malheureusement, les urgences, c'est le passage obligé que vous allez néanmoins faire payer à un certain nombre de Français. Donc, moi, je vous invite, si vous le souhaitez, à venir avec moi visiter un certain nombre de communes. Je pense par exemple dans les Boutières, Saint-Martin-de-Valamas, un ancien chef-lieu de canton, un bassin de vie de près de 3000 habitants. Il y a un médecin à mi-temps qui va finir bientôt par partir à la retraite et c'est une situation absolument terrible. Je vous invite à venir circuler sur les routes de l'Ardèche où vous y verrez partout des banderoles. À Saint-Julien-Saint-Alban, recherche médecin. À Saint-Just d'Ardèche, recherche médecin. À Rochemaure, recherche médecin. À Alba-la-Romaine, recherche médecin. Et je ne sais pas ce que vous direz à ces maires-là lorsque vous aurez pris la décision, manifestement dans quelques jours, à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, de faire payer les urgences. Ce que vous direz à toutes celles et ceux qui peut-être se poseront la question de savoir si elles vont aller aux urgences parce qu'il faut sortir la carte bleue avant de sortir la carte vitale. Alors bien sûr, je n'ai pas nécessairement la solution miracle, mais enfin, il y en a une qui me vient à l'esprit pour lutter contre la désertification médicale, monsieur le ministre. Il va bien falloir penser un jour ou l'autre à revenir sur la liberté d'installation. Je ne vais pas me faire que des amis en évoquant la remise en cause de la liberté d'installation. Mais lorsqu'on choisit d'être enseignant en France, de servir l'éducation nationale, on passe un concours qui s'appelle le CAPES ou l'agrégation, et on ne décide pas nécessairement d'aller enseigner à Biarritz, à Antibes ou dans son territoire de prédilection. On est muté dans un établissement et on va y faire une partie de sa vie. Il ne s'agit pas de remettre en cause totalement la liberté d'installation. Il ne s'agit pas de dire aux médecins que toute leur vie, ils ne pourront pas s'installer là où ils veulent. Il s'agit simplement de réfléchir à la façon dont on pourrait introduire une dose de contrainte pour que les déserts médicaux ne terminent pas en désert tout court, comme ça risque d'être le cas dans le département de l'Ardèche et dans bien d'autres départements de notre pays, monsieur le ministre. Le sujet de la semaine, j'aurais pu en retenir plusieurs, mais cette semaine nous aurons à examiner à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui est un peu... Petite intervention pour préciser que le projet de loi qui devait être déposé a été retiré par Mathieu Orphelin le matin même du montage de cette vidéo. Un serpent de mer qui propose d'abaisser l'âge légal du droit de vote à 16 ans. Et j'avais envie de vous consulter là-dessus, de connaître votre avis, parce qu'un député n'a pas forcément un avis à arrêter sur tous les sujets. Il faudra que j'en ai un au moment de voter, mais vos remarques me seront certainement très utiles. Pourquoi ? Parce que ce sujet est certainement plus complexe qu'il n'y paraît. J'entends d'ici des grincheux qui vont nous expliquer qu'à 16 ans, on doit aller à l'école, qu'à 16 ans, on ne connaît pas la vie, qu'à 16 ans, on ne comprend rien, qu'à 16 ans, on n'est pas apte à comprendre les enjeux politiques de ce pays, qu'il ne faut pas voter. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on votait à l'âge de 21 ans et qu'il fut une époque où on votait même beaucoup plus tard que cela. 16 ans, c'est aussi l'âge à partir duquel on a le droit de créer une entreprise. 16 ans, c'est l'âge à partir duquel on a le droit de travailler. 16 ans, c'est l'âge à partir duquel on a le droit de cotiser. 16 ans, c'est l'âge à partir duquel on a le droit de s'engager dans l'armée, de devenir pompier volontaire. 16 ans, en réalité, c'est l'âge à partir duquel on dispose d'un certain nombre de droits. Et la question, me semble-t-il, se pose de manière tout à fait légitime de savoir si la jeunesse française ne serait peut-être pas impliquée plus efficacement si on lui donnait la possibilité de glisser un bulletin dans une enveloppe le jour de l'élection présidentielle, législative ou autre. Donc c'est la question sur laquelle je vous interroge. Droit de vote ou pas droit de vote dès l'âge de 16 ans ? Vous pouvez me faire part de vos remarques, de vos critiques, de vos doutes, ou bien encore de vos certitudes, parce que je suis sûr que certains en ont, plus que moi peut-être, en mettant quelques commentaires à la suite de cette petite vidéo. Merci.